Yacine, bonjour. Tu es pharmacien hospitalier aux hôpitaux universitaires de Genève. Tu développes le projet Drugstock, un cockpit intelligent destiné à réduire l'impact des ruptures des médicaments grâce à la donnée. C'est quoi une rupture de stock à l'hôpital et en quoi c'est différent d'un simple retard de livraison? Bonjour Naoras, merci pour l'invitation. Donc une rupture de stock à l'hôpital, pour nous, c'est très simple. C'est vraiment un produit qui est à 0 chez nous, sur l'étagère, dans le robot, ou dans notre stock et lorsqu'on le commande, on n'arrive pas à l'avoir, dans les délais, initiaux. C'est-à-dire, c'est un produit, on devait l'obtenir en 24 heures et puis malgré la commande, on le reçoit 6-7 jours, plus tard. Ben, pour nous, c'est déjà une rupture de stock. C'est-à-dire que moi, j'en ai besoin maintenant au temps T et le produit n'est pas chez moi, n'est pas chez le fournisseur et je peux pas le commander, de quelconque façon. Et par rapport à un retard de livraison, c'est quoi la différence? Un retard de livraison, bah, on sait que le produit va arriver. Typiquement, si je dois le recevoir dans 3 jours et que le fournisseur m'annonce un délai de livraison, je sais pas, dans 15 jours, par exemple, bah, au moins j'ai une perspective. Je peux regarder, typiquement avec Drugstock, combien il me reste dans les unités de soins et puis, je peux faire des prévisions à l'interne en me disant: «Ben, si la commande arrive effectivement selon le nouveau délai, eh bien, je vais tenir ou pas, ou est-ce qu'il y aura un problème ou pas?» Et ça me permet soit d'anticiper, d'aller chercher une alternative à l'étranger, de faire du contingentement au sein de l'hôpital, de cibler les patients prioritaires. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en ayant l'information. Donc, vraiment une rupture de stock, c'est vraiment un stock zéro. Le produit n'est pas présent actuellement sur l'étagère ou dans le robot et puis un délai de livraison. C'est vraiment le produit qui devait arriver à un temps T, puis il arrive à temps, T plus, 10, plus 20, ou autre. Donc c'est ça la différence. Et donc, quand tu commandes un médicament, est-ce que le laboratoire peut toujours confirmer le délai de livraison malgré une rupture ou non? Parfois, il est hésitant et il n'a pas une date bien précise. Alors il y a plusieurs cas de figure, quand dans le meilleur des mondes, on commande, on reçoit selon les délais, habituels, 24 à 48 heures la plupart du temps quand le produit est en Suisse, 2-3 semaines quand on le commande, l'importe de l'étranger. Quand on est en rupture, eh bien, soit le fournisseur a bien fait son travail et connaît sa supply chain et a la vision de ce qui se passe et là, il peut nous donner un délai. Il va nous dire: «Ben, ça va revenir à telle date». Pour certains fournisseurs, ça se confirme, c'est des dates, fiables sur lesquelles on peut travailler. Mais je dois avouer que dans la très, très grande majorité des cas, les dates de retour de la rupture, enfin les dates de retour du produit et donc de la fin de la rupture sont souvent inconnues et c'est ça, c'est vraiment une incertitude, sur le retour du produit qui complexifie, la gestion des ruptures. Est-ce que tu peux nous donner l'exemple d'un cas de rupture qui t'a particulièrement marqué et pourquoi? Alors j'ai pas d'exemple précis, mais ce qui me marque, c'est souvent en pédiatrie, quand il y a des médicaments qui manquent, des suspensions orales d'antibiotiques, des antidouleurs ou des choses comme ça qui, peut avoir un impact assez rapide et assez, prégnant sur les patients en pédiatrie. Ça, c'est les exemples que j'ai en tête. Certaines suspensions d'antibiotiques, quand ils ont été en rupture, ont posé vraiment problème. Sinon en anesthésie aussi, il y a beaucoup de produits lorsqu'ils sont en rupture, peut avoir un impact. Des fois, on peut substituer par des molécules proches ou des concentrations différentes, mais parfois il faut changer de molécule. Alors j'ai un exemple en tête, c'est le fentanyl, il y a une certaine concentration qui était en pardon, le sufentanil, il y a une certaine concentration qui était en rupture, qu'il a fallu remplacer par du fentanyl et donc là, ça a des impacts en anesthésie, ça a des impacts aux soins intensifs, dans la gestion de la douleur et donc ça, c'est vraiment des médicaments qui peuvent être très impactants lorsqu'ils sont en rupture. Après, de manière générale, les antibiotiques IV, donc par voie, injectable lorsqu'ils sont en rupture, ça pose problème. Et puis, tous les médicaments critiques que nous on considère comme critiques, hein, que ce soit des antidotes, de l'hémostase, des antiviraux, des choses comme ça, lorsqu'ils sont en rupture eh bien ça peut avoir un impact, assez fort sur les patients. Avant le déploiement de Drugstock, comment les ruptures étaient gérées? Alors de manière assez, triviale, je dois dire, c'est, un simple tableau Excel sur lequel, dès qu'on était informé d'une rupture, c'était noté dedans, manuellement. Donc on récoltait les informations dans ce tableau. Alors il faut, je pense aussi remettre en contexte, il y a 10-15 ans, il y avait des ruptures, mais elles étaient beaucoup moins fréquentes que maintenant. J'ai même un pharmacien qui me disait qu'il y avait, parfois une rupture par mois. Donc rien à voir avec aujourd'hui, on est à 2-3-4 En voire effet. cinq ruptures, par jour. Donc ce tableau Excel, je pense qu'il faisait son job quand il y avait pas beaucoup de ruptures et puis, souvent c'était lorsqu'une commande n'arrivait pas, on contactait le fournisseur et puis là, on se rendait compte que c'était en rupture.
ou le fournisseur qui donnait l'information par mail, par courrier ou par téléphone, et ces informations étaient récoltées manuellement dans un tableau Excel. Donc il y avait quelqu'un qui faisait ça, dans la pharmacie, et les gens allaient consulter ce tableau pour voir quel produit était en rupture. Et qu'est-ce qui est le plus dur ou le plus difficile dans la gestion des ruptures? Est-ce que ce sont les ressources humaines qu'il faut mobiliser ou est-ce que c'est toute la logistique, en fait, autour du médicament? Je pense qu'il y a 3 éléments principaux. Le premier, c'est l'incertitude par rapport à l'information. Je disais tout à l'heure que la plupart des ruptures, on ne sait pas quand est-ce qu'elles se terminent, donc là, il y a une incertitude. Donc avoir l'information, en temps voulu, avec la bonne qualité d'information, donc une vraie information, ça, c'est compliqué. Les ressources humaines, nous, on a calculé que ça prenait à peu près 33 heures par semaine entre temps pharmacien et temps assistant en pharmacie pour gérer les ruptures. Donc il y a vraiment un enjeu RH. Je crois qu'il y a une étude aux États-Unis qui a montré que ça coûtait autour des 200 millions de dollars par année en temps RH de gestion des ruptures. Donc c'est des coûts. Puis après, il y a les impacts aussi, impact patient, impact, sur le circuit logistique. Quand on va remplacer un produit A par un produit B, c'est pas juste je commande le B et puis, je le remets en circulation dans l'hôpital. C'est déjà paramétrer dans tous les logiciels ce changement-là. Au niveau de la prescription, il y a des changements. Au niveau de l'information aux unités de soins, il y a des changements de pratique aussi. Si on change de concentration, de volume ou de forme galénique, il va y avoir un impact. Donc, avertir tout le monde qui va utiliser le produit B. Donc il y a, toute une chaîne de conséquences qui suit une rupture, qui parfois, n'est pas imaginée au moment de la rupture. Mais quand on s'en rend compte et qu'on gère les ruptures, on voit vraiment qu'il y a un impact, à beaucoup de niveaux. Au niveau de la pharmacie, au niveau des unités de soins, au niveau de l'hôpital et puis, in fine, au niveau du patient. Si on lui présente un produit B qui est un peu moins bon que le A parce qu'on n'a pas le choix et que c'est le seul qui est disponible, et ben, il va y avoir un impact sur le patient, en effet. Et quand vous faites, par exemple, le paramétrage dans l'ensemble des logiciels, de l'hôpital, est-ce que vous communiquez également vers les médecins ou les sages-femmes ou les infirmiers ou non, c'est juste un paramétrage et le praticien, quand il va utiliser le logiciel, il va se rendre compte que le médicament a été remplacé par un autre? Alors la plupart du temps, ils ne se rendent pas compte. Puisqu'à peu près à 80-90 des cas, on va trouver des alternatives strictes. C'est-à-dire que ce soit A ou B, ça change rien pour le médecin. Typiquement, si c'est un original ou un générique ou c'est un produit importé mais qui est exactement pareil, lui va prescrire en DCI et l'emballage qui sera choisi, il va pas avoir la main dessus. Peut-être l'infirmière ou le soignant va se rendre compte qu'il y a eu un changement à ce moment-là, mais si nous, on a fait notre évaluation et notre expertise pharmaceutique, pour que ça soit un strict équivalent, il y aura pas d'impact. Après, lorsque c'est un médicament critique, que nous on considère comme critique et qui va engendrer un changement, comme dit, de concentration, de volume ou autre, là, nous, on accompagne ce changement-là, puis on informe les utilisateurs. Parfois, on cible, parfois on donne l'information à tout le monde. Un produit anesthésiant, il va intéresser que les anesthésistes ou les soins intensifs. Il va pas intéresser, la médecine interne, par exemple. Donc on va cibler, selon l'impact du changement, les utilisateurs. Donc là, il y a une réflexion qui est faite entre logistique et clinique. On discute, entre nous. Et puis parfois, il y a des changements qui impactent tout l'hôpital et tous les soignants, tous les utilisateurs. Donc là, on informe tout le monde, d'un gros changement, qui a lieu, dans l'hôpital. Et comment Drugstock, fonctionne? Drugstock, en fait, il va combiner des données logistiques et cliniques pour prédire les ruptures, de médicaments. On va prendre, en fait, toutes les prescriptions de l'hôpital, on va les, transformer en quantité d'emballage prescrite et on va faire le delta entre ce qui est prescrit et ce qu'on a à la pharmacie. Puis on a également une vision, grâce aux données des Pyxis, donc ces armoires automatisées dans les unités de soins, qui permettent, au fait, de visualiser le stock dans les unités de soins. Et on fait une projection à 3 jours en se disant: «Ben, si ça continue d'être prescrit comme ça dans l'hôpital ces 3 prochains jours, quelle sera la situation? Est-ce qu'on va tenir, on va pas tenir?» Et grâce à un code couleur rouge, orange, et vert, rouge, c'est-à-dire qu'on va pas tenir avec ce qu'on a en stock à la pharmacie, donc faut prendre des mesures, faut commander le produit, il faut vérifier la disponibilité. Et puis, orange, c'est que on a une rupture actuellement, mais on a identifié une alternative stricte. Donc là, on va voir qu'il y a un problème, mais c'est résolu et c'est quelque chose qu'on va suivre. Et puis, si on est dans le vert, c'est-à-dire que ce qui est prescrit dans l'hôpital, on a en stock ce qui correspond à cette prescription pour les 3 prochains jours. Ça, c'est vraiment le fonctionnement, le cœur du fonctionnement du dashboard.
Et puis on a une projection à 2 semaines, donc on vérifie les semaines de couverture. Si on a moins de 2 semaines de couverture sur un produit, ça va nous alerter. Puis nous, on va avoir un regard un peu plus, acéré sur ces médicaments-là qui ont moins de 2 semaines de couverture. Parfois, c'est pas un problème et parfois ça peut être annonciateur de problèmes, puisque si le stock est en train de fondre et qu'on ne reçoit pas de commande, par exemple, on va commencer à s'inquiéter. Donc ça, très basiquement, c'est le fonctionnement, du dashboard. Est-ce que Drugstock peut également voir, les flux des médicaments qui sont préparés, à l'API des hugues ou c'est que les médicaments fournis, tout prêts? Une grosse partie des médicaments qu'on produit à la pharmacie, en fait, c'est la production qui les fabrique et c'est le secteur de logistique pharmaceutique qui les commande. Donc pour ces produits-là, on peut les visualiser puisque c'est considéré comme des produits, comme des spécialités vendues par l'industrie. C'est simplement qu'ils sont fabriqués par notre, secteur de production. Donc ceux-là, on peut les visualiser sans problème et on considère comme un tout autre produit. Tout ce qui est produit en cytostatique, et en stérile, donc ça, c'est des fois des préparations que pour un patient, ou en nutrition parentérale aussi. Ça, c'est des flux qu'on va pas visualiser dans le dashboard. Donc ça, c'est un flux à part et on va pas pouvoir, enfin, on a décidé de pas les visualiser dans le dashboard. Ça suit un flux particulier et puis c'est en fonction du nombre de patients qui arrivent et ça suit pas les mêmes logiques, que le dashboard. Donc on les a pas intégrés dedans, en effet, ouais. Est-ce que tu as mené un comparatif avant-après pour mesurer l'impact de ce dispositif? Alors en effet, j'ai mené une étude, avant-après, où on a analysé pendant 3 mois toutes nos ruptures, le temps que ça prenait, le type d'alternative qu'on trouvait avec les méthodes qu'on utilisait habituellement. Puis dès qu'on a introduit le dashboard, dans l'unité de soins dans l'unité pardon, l'unité de logistique pharmaceutique, eh bien on a fait ce même comparatif avec l'utilisation, du dashboard. Et donc on a travaillé sur différents indicateurs, les indicateurs logistiques, des indicateurs financiers, des indicateurs, RH, donc temps RH, coût RH et différents indicateurs, logistiques sur les ruptures et également sur la satisfaction, du personnel. Et donc on peut-être les 2 résultats les principaux que je peux te communiquer, c'est qu'on a diminué de 57 du nombre de ruptures de stock interne et ça même jusqu'à aujourd'hui, hein, on le détecte encore et puis on le vit encore. Et puis on a eu, moins 25 de temps passé à gérer les ruptures qui a été, engendré grâce au dashboard. Excellent. Comment tu vois l'avenir de la gestion des ruptures? Avec MapEI, donc une plateforme en fait qu'on a, co-développée avec une start-up française qui s'appelle MapEI, où là, on va aller chercher les informations des fournisseurs, et c'est eux qui nous indiquent donc, la rupture, quand est-ce qu'elle a lieu et nous, par-dessus, on ajoute des alternatives et on travaille donc avec différents hôpitaux, en Suisse romande, pour alimenter cette, plateforme avec nos alternatives respectives, puisque c'est de l'expertise, du share of expertise, qui est intéressant et qui fait gagner du temps à tout le monde. Donc, l'avenir, c'est d'aller chercher de l'information, un peu plus loin, donc là, avec les fournisseurs, au travers de cette plateforme. Et puis l'avenir, pour moi, les ruptures vont continuer. C'est vraiment une crise chronique qui est là. On est actuellement à un plateau élevé de rupture. Alors c'est pas exponentiel, c'est pas en train de monter tout le temps, mais c'est toujours là. Et c'est là et puis ça redescend pas. Et puis on observe aussi un phénomène qui est aussi un peu inquiétant, c'est le retrait du marché de plusieurs, spécialités anciennes, peu chères, pourtant très utilisées par les médecins et par les patients et qui sont très utiles donc dans la médecine, mais qui est peu intéressante pour l'industrie pharmaceutique. Ils ont perdu l'AMM, ils ont perdu le brevet dessus et du coup maintenant c'est moins intéressant pour eux. Et donc on observe chaque année, dès qu'il y a des brevets qui sont échus, que des produits sont retirés du marché, que personne ne les reprend et la seule, alternative qu'on a, nous, c'est soit de les importer parce que les experts nous disent que c'est très important pour les patients et puis il faut absolument l'avoir, soit on change de molécule et on change de pratique. Des fois, ce qui nécessite, un changement de protocole assez important. On a actuellement un produit qui est un peu embêtant, c'est le métoclopramide IV, qui est très utilisé dans tous les protocoles, en chimio, aux urgences, partout dans l'hôpital. Je crois qu'on avait calculé, il y a eu une quarantaine ou cinquantaine de protocoles qui impliquent le métoclopramide IV. Et après avoir fait le tour de la question avec les experts, il s'est avéré que c'est indispensable et on ne peut pas faire autrement. C'est très difficile de changer de molécule, on ne va pas avoir les mêmes effets, on ne va pas pouvoir avoir, la même action et donc la seule solution qu'on a, c'est de l'importer. Il y a pas vraiment d'autre solution, en fait. Merci Yacine. Merci Nawaz.